Sur la radio de la nuit, vous découvrirez le programme qui s'appelle Nuit de Lune Radio. Vous écoutez la radio de la nuit dans la chambre de votre maison. Si vous voyez la lumière de la lune qui se reflète dans votre chambre, vous pensez que c'est le début du programme de Nuit de Lune Radio sur la radio de la nuit. Les jingles de Nuit de Lune Radio ne sont pas disponibles. Nuit de Lune Radio est à retrouver seulement sur la radio de la nuit, seulement quand la lune se reflète dans votre chambre. « 92.6, c'est Nuit des Étoiles Radio. La radio de Amiens et de Limoges. La radio de la nuit. Vous écoutez Nuit des Étoiles Radio sur le 92.6 FM. Enregistrement des changements de génération sur les pubs radio de Leclerc. Quand on entend ça, Leclerc. Ce sont les pubs radio qui ont traversé les années 2000 et 2010 avec Philippe et sa famille. De 2012 à 2019, Marilyn Hérault faisait la voix off de la présentation des articles et à la fin, elle disait souvent « Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc ». Marilyn Hérault est presque connue pour sa voix off. Et quand on entend ça, c'est le Leclerc Live. C'est qu'on est arrivé en 2020. Dès 2020, ce sont les pubs radio de Leclerc, nouvelle génération. Au revoir Marilyn Hérault et la famille. Bonjour les actus de Leclerc Live. 3, 2, 1, début de l'enregistrement. Leclerc. Chérie, mercredi et mercredi seulement, avec la carte de fidélité Leclerc, on a 30% de tickets Leclerc sur toute la décoration de Noël. 30% de tickets Leclerc? Oui, oui, à nous, les Pères Noël, les guirlandes lumineuses, les boules, les étoiles et toute la déco de Noël. La carte de fidélité Leclerc défend tous les jours votre pouvoir d'achat. Offre valable le mercredi 4 décembre seulement avec votre carte Leclerc, non cumulable avec d'autres promotions en cours. Voir modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. C'est ce mercredi. Voilà, c'est déjà Noël chez Leclerc. Leclerc. Chérie, mercredi et mercredi seulement, avec la carte de fidélité Leclerc, on a 30% de tickets Leclerc sur tous les foie gras des rayons frais et épicerie. 30% de tickets Leclerc? Voilà, et le foie gras pour les fêtes de fin d'année? Ah bah obligé. La carte de fidélité Leclerc défend tous les jours votre pouvoir d'achat. Offre valable le mercredi 18 décembre seulement avec votre carte Leclerc, non cumulable avec d'autres promotions en cours. Voir modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. C'est ce mercredi? Et c'est chez Leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Leclerc. Chérie, viens voir, j'ai une surprise. Génial, des homards. Eh oui, je me suis dit que pour les fêtes de fin d'année, un bon homard. Oh, super, j'adore ça, le homard. Tu m'étonnes, des homards tout frais, la chair tendre et en plus à prix Leclerc. Et si on préparait Noël ensemble? Du 19 au 21 décembre, le homard américain vivant de 400 à 800 grammes, pêché en Atlantique Nord-Ouest, est à 24,95 € le kilo. Voir modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour des fêtes exceptionnelles, une famille exceptionnelle, quoi de mieux qu'un homard? Merci, mon amour. Leclerc. Philippe, t'as des idées pour les repas de fête de fin d'année? Ah oui, service traiteur Leclerc. Comment ça? De l'apéritif dînatoire au menu de fête en passant par les plats à la carte, il y a tout. Fais voir. Regarde, tu repères sur le site traiteur.leclerc ou en magasin. Tu choisis, tu commandes et tu retires selon ce qui t'arrange et à la date qui t'arrange. En magasin ou en drive, c'est génial. Tout ce qui compte pour vous existe après Leclerc. Profitez du service traiteur Leclerc en ligne ou en magasin. Commande et modalités en magasin et sur www.traiteur.leclerc. Si tu veux, on commande maintenant. Ah oui, faisons ça. Leclerc. Philippe, c'est toi qui as acheté les papillotes C'est moi au chocolat, là? Oui, avec 25% de réduction chez Leclerc, je me suis dit que c'était bien ça pour Noël. Bah oui, tout le monde adore les papillotes C'est moi. Et si on préparait Noël ensemble? Du 17 au 31 décembre, le paquet de papillotes C'est moi de 380 grammes variété au choix avec 25% de remise immédiate est à 4,46 €, soit 11,74 € le kilo. Voir modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Mais si c'est pour Noël, pourquoi le paquet est ouvert? Et oui, pourquoi? Pour votre santé, évitez de grignoter.
Savez-vous qu'un bijou en or du manège à bijoux est toujours en or 18 carats 750 millième et toujours vendu à prix Leclerc? Et ça, c'est rarement le cas ailleurs. Alors si à Noël vous voulez offrir un bijou en or 18 carats 750 millième vraiment pas cher, vous savez où le trouver. Pour exemple, au manège à bijoux, la bague or jaune 3,10 grammes taille 56 est à 165 € seulement. Le manège à bijoux, première bijouterie de France en or 18 carats 750 millième. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Leclerc. Maman, regarde! Quoi? Du champomis! D'habitude, on en prend pour les fêtes. Papa adore. Ah, c'est ça. Il a bon dos, ton père. Allez, attrapons un lot de bouteilles. En plus, il y a 30% de tickets Leclerc. Ouais, champomis pour tout le monde. Et si on préparait Noël ensemble? Du 17 au 31 décembre, le lot de 2 bouteilles de Champomy l'original est à 4,95 €, soit 3,30 € le litre, avec en plus 30% de tickets Leclerc. Voir modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Mais j'y pense. Mamie fait réveillon avec nous. Eh ben, Champomy! Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. Leclerc. Tiens, Thibaut, viens me goûter ça. C'est quoi? Un pomelo rouge de chez Leclerc. Un super fruit doux, juteux, sucré. Une pure merveille. Goûte! C'est super bon, ça. Ben évidemment. Je peux le finir, là, le pomelo rouge de chez Leclerc? Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 26 au 28 décembre, le lot de 2 pomelos rouges, catégorie 1 calibre 48, origine États-Unis d'Amérique, est à 1,39 €. Voir modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Alors les pomelos, c'est bon, non? Oh, j'adore. C'est le Leclerc Live. Ça y est, c'est officiel, c'est parti. Le Leclerc Live, c'est votre nouvelle quotidienne d'infos sur les produits Leclerc. Avec donc tous les jours C'est le sens de quotidien, des infos et des promotions sur des produits indispensables, suivis de gags, plus ou moins drôle. de statistiques, de reportages ou de vos réactions. Allez, restez à l'écoute, on se retrouve pour une première info tout de suite après ça. C'est le Leclerc Live. Du 2 au 4 janvier, le porc fait sa rentrée chez Leclerc avec par exemple l'épaule sans os à rôtir, origine France, à 2,94 € le kilo. Alors moi j'ai une petite astuce pour obtenir une épaule de porc tendre et bien juteuse dont la chair se détache facilement. Eh bien je la cuisine à feu doux. C'est un conseil de grand-mère. Mais dis donc, vous ne faites pas votre âge. Un conseil de ma grand-mère. Ah. Voir modalité, magasin et drive participant sur www.e.leclerc. C'est le Leclerc Live. Vous savez que la rouelle de porc est un des morceaux de viande les plus maigres? Et une petite claque aux idées reçues. C'est pas faux. En tout cas, du 2 au 4 janvier, le porc est de retour chez Leclerc avec la rouelle de porc origine France à 2,59 € le kilo. On rappelle peut-être ce qu'est la rouelle? Eh bien, c'est une viande particulièrement juteuse et facile à cuisiner. Même pour vous. Voir modalité, magasin et drive participant sur www.e.leclerc. C'est le Leclerc Live. C'est officiel, de plus en plus de Français mangent végétarien. Mais certains disent encore... Si le corps a besoin de protéines mais qu'on mange moins de viande, alors on a forcément moins de protéines. Eh bien, c'est pas tout à fait exact. Et du 2 au 11 janvier chez Leclerc, l'escalope de soja et blé, le bon végétal Erta, en 2 fois 180 grammes avec 34% de réduction immédiate, est à 3,10 €, soit 8,61 € le kilo. Du soja, du blé, les voilà vos protéines. Voir modalité, magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. C'est le Leclerc Live. C'est énorme. Les Français consomment 3 à 4 litres de liquide vaisselle par an et par foyer. Alors là, je ne me sens pas du tout concerné. Oui, eh bien pour les autres, du 7 au 18 janvier pendant les super pouvoirs d'achat chez Leclerc, pour un liquide vaisselle l'arbre vert de 750 ml acheté, 80% de réduction sur le second. Une vaisselle propre grâce à un liquide vaisselle vert. Et voilà, oui. Voir modalité, magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Produits irritants et dangereux, respectez les précautions d'emploi. C'est le Leclerc Live. 4 kg d'œufs. C'est la consommation moyenne de crème fraîche par an et par habitant en France. En même temps, entre les gratins, les quiches, les sauces pour les pâtes... Oui, alors une bonne info, du 7 au 18 janvier pendant les super pouvoirs d'achat Leclerc, le lot de 3 fois 20 centilitres de crème entière semi-épaisse Elevir, origine France, avec 30% de réduction immédiate est à 2,25 €, soit 3,75 € le litre. Alors j'ai un peu peur que ma moyenne augmente. Voir modalité, magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. C'est le Leclerc Live.
Les Français sont les premiers consommateurs de fromage au monde. Champion du monde! Et du 7 au 18 janvier, pendant les super pouvoirs d'achat Leclerc, la tendre meule démentale Entremont Maxi Format 500 grammes Origine France, avec 34% de réduction immédiate, est à 2,61 €, soit 5,22 € le kilo. Alors là, je crois qu'on va rester premier un bon bout de temps. D'autant que l'emmental est le fromage préféré des Français. Voir modalité, magasin Drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. C'est le Leclerc Live. Il faut 2 à 3 kilos d'orange pour faire 1 litre de jus d'orange. Oui, et d'ailleurs, du 14 au 25 janvier chez Leclerc au rayon frais, le lot de 2 bouteilles 100% pur jus, orange pressée Andros d'1 litre chacune, transformée en France, avec 34% de réduction immédiate, est à 2,59 €, soit 1,30 € le litre. C'est quand même super pratique des oranges en bouteille. Oui, bon, sauf peut-être pour jongler. Ah, ça se tente. Voir modalité, magasin Drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. C'est le Leclerc Live. Saviez-vous que les Français sont les 3e plus gros consommateurs de café au monde? Ce qui en fait leur boisson préférée, après l'eau sans doute. Mais du 14 au 25 janvier chez Leclerc, les Français pourraient passer premiers, car pour l'achat de 2 paquets de capsules café bio San Marco de 51 grammes chacun, variété au choix, le 3e est offert. Avec une telle offre, c'est sûr qu'on voudrait tous être les premiers, du moins à en profiter. Voir modalité, magasin Drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. C'est le Leclerc Live. Avec un événement à ne pas rater pour tous les fans de boissons gazeuses au cola. Oui, ce mercredi 15 janvier seulement, chez Leclerc, avec votre carte de fidélité, bénéficiez de 30% de tickets Leclerc sur le rayon des colas. Et ça mérite une hola pour les colas, non? Pas le temps, faut vite aller en profiter car l'offre est valable le mercredi 15 janvier seulement, avec sa carte Leclerc et non cumulable avec d'autres promotions en cours. Voir modalité, magasin Drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. C'est le Leclerc Live. Saviez-vous que l'eau gazeuse San Pellegrino est produite près de Bergame en Italie depuis 120 ans? On peut donc dire que cette eau a de la bouteille, non? Voilà, oui. Et du 14 au 25 janvier chez Leclerc, pour l'achat de 2 packs de 6 bouteilles d'eau minérale naturelle gazeuse San Pellegrino, d'1 litre chacune, le 3e est offert. De quoi convier plus de monde à sa table. C'est une invitation? Voir modalité, magasin Drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Fin de l'enregistrement. Yeah, off-white Nikes, lace up clean. There we go. Ay, lean liquor ash on my undercover jeans. Fuck this little bad bitch from your dreams. Fresh as Listerine when I pull up to the scene. Ay, off-white Nikes, lace up clean. Lean liquor ash on my undercover jeans. Fuck this little bad bitch from your dreams. Clean as Listerine when I pull up to the scene. Smoking on a blunt, about as tall as limousine. All these niggas gas, I roll up the kerosene. I was sitting bad like the scale is a regime. Walking with the loud, you can hear my pockets sing. Going for a little bit, I'm drowsy off the bean. Shit, I take pennies cause it all add up to me. Lil' bro still selling fire to a fiend. He ain't talking fresh with the iron in his jeans. Off-white Nikes, lace clean. Lean liquor ash on my undercover jeans. Fuck this little bad bitch from your dreams. Clean as Listerine when I pull up to the scene. Ay, off-white Nikes, lace clean. Lean liquor ash on my undercover jeans. Fuck this little bad bitch from your dreams. Clean as Listerine when I pull up to the scene. Lambs, Rolls, Rory's, yeah, I want them all. Kobe, watch me, yeah, I'ma show you how to ball. When you start to stunt, folks you love want you to fall. Still the same kid with the thugs inside the hall. Cut some people off and it cleared me from the fog. Ay, can he put me up on Gain to Grow and cut the cost? Do it for my brothers without family loss. Living in the trap, running plays like Randy Moss. Off-white Nikes, lace up clean. Lean liquor ash on my undercover jeans. Fuck this little bad bitch
from your dreams. Fresh as Listerine when I pull up to the scene. Off-white Nikes, lace them clean. Lean liquor ash on my undercover jeans. Fuck this little bad bitch from your dreams. Clean as Listerine when I pull up to the scene. Hey! Extrait numéro 13 des Nuits de Léa sur Vibration, le 19 août 2020. Les Nuits de Léa sur Vibration. Diable, dit D'Artagnan, que le ton d'assurance de Monsieur de Tréville commençait à inquiéter. Diable, que faut-il faire? Vous tenir sur vos gardes toujours et avant toute chose. Le cardinal a la mémoire tenace et il a ma longue. Croyez-moi, il vous jouera quelques tours. Mais lequel? Et le sais-je, moi? Est-ce qu'il n'a pas à son service toutes les ruses du démon? Le moins qui puisse vous arriver est qu'on vous arrête. Comment? On oserait arrêter un homme au service de sa majesté? Par Dieu, on s'est bien gêné pour Athos. En tout cas, jeune homme, croyez-en un homme qui est depuis 30 ans à la cour, ne vous endormez pas dans votre sécurité ou vous êtes perdu. Bien au contraire, et c'est moi qui vous le dis, voyez des ennemis partout. Si l'on vous cherche querelle, évitez-la. Fût-ce un enfant de 10 ans qui vous la cherche. Si l'on vous attaque de nuit, de jour, battez, en retraite et sans honte. Si vous traversez un pont, tâtez les planches de peur qu'une planche ne vous manque sous le pied. Si vous passez devant une maison qu'on bâtit, regardez en l'air de peur qu'une pierre ne vous tombe sur la tête. Si vous rentrez tard, faites-vous suivre par votre laquais, et que votre laquais soit armé, si toutefois vous êtes sûr de votre laquais. Défiez-vous de tout le monde, de votre ami, de votre frère, de votre maîtresse surtout. D'Artagnan rougit. De ma maîtresse, répéta-t-il machinalement, et pourquoi plutôt d'elle que d'un autre? C'est que la maîtresse est un des moyens favoris du cardinal. Il n'en a pas de plus expéditif. Une femme vous vend pour 10 pistoles, témoin Dalila. Vous savez les Écritures, n'est-ce pas? D'Artagnan pensa au rendez-vous que lui avait donné Madame Bonacieux pour le soir même. Mais nous devons dire à la louange de notre héros que la mauvaise opinion que Monsieur de Tréville avait des femmes en général ne lui inspira pas le moindre petit soupçon contre sa jolie hôtesse. Mais, à propos, reprit Monsieur de Tréville, que sont devenus vos 3 compagnons? J'allais vous demander si vous n'en aviez pas appris quelques nouvelles. Aucune, monsieur. Eh bien, je les ai laissés sur ma route. Porthos à Chantilly, avec un duel sur les bras. Aramis à Crèvecoeur, avec une balle dans l'épaule. Et Athos à Amiens, avec une accusation de faux monnayeur sur le corps. Voyez-vous, dit Monsieur de Tréville, et comment vous êtes-vous échappé, vous? Par miracle, monsieur, je dois le dire. Avec un coup d'épée dans la poitrine et en clouant Monsieur le comte de Vardès sur le revers de la route de Calais, comme un papillon à une tapisserie. Voyez-vous encore? De Vardès, un homme au cardinal, un cousin de Rochefort. Tenez, mon cher ami, il me vient une idée. Dites, monsieur. À votre place, je ferais une chose. Laquelle? Tandis que son éminence me ferait chercher à Paris, je reprendrais, moi, sans tambour ni trompette, la route de Picardie et je m'en irais savoir des nouvelles de mes 3 compagnons. Que diable! Il mérite bien cette petite attention de votre part. Le conseil est bon, monsieur. Et demain, je partirai. Demain? Et pourquoi pas ce soir? Ce soir, monsieur, je suis retenu à Paris par une affaire indispensable. Ah, jeune homme, quelque amourette. Prenez garde, je vous le répète. C'est la femme qui nous a perdus, tout tant que nous sommes. Croyez-moi, partez ce soir. Impossible, monsieur. Vous avez donc donné votre parole? Oui, monsieur. Alors, c'est autre chose, mais promettez-moi que si vous n'êtes pas tué cette nuit, vous partirez demain. Je vous le promets. Avez-vous besoin d'argent? J'ai encore 50 pistoles. C'est autant qu'il m'en faut, je le pense. Mais vos compagnons? Je pense qu'ils ne doivent pas en manquer. Nous sommes sortis de Paris, chacun avec 75 pistoles dans nos poches. Vous reverrai-je avant votre départ?
Non, pas que je pense, monsieur, à moins qu'il n'y ait du nouveau. Allons, bon voyage. Merci, monsieur. Et D'Artagnan prit congé de monsieur de Tréville, touché plus que jamais de sa sollicitude toute paternelle pour ses mousquetaires. Il passa successivement chez Athos, chez Porthos et chez Aramis. Aucun d'eux n'était rentré. Leurs laquais aussi étaient absents, et l'on n'avait des nouvelles ni des uns ni des autres. Il se serait bien informé d'eux à leur maîtresse, mais il ne connaissait ni celle de Porthos, ni celle d'Aramis. Quant à Athos, il n'en avait pas. En passant devant l'hôtel des gardes, il jeta un coup d'œil dans l'écurie. 3 chevaux étaient déjà rentrés sur 4. Planchet, tout ébahi, était en train de les étriller et avait déjà fini avec 2 d'entre eux. « Ah, monsieur, dit Planchet en apercevant D'Artagnan, que je suis aise de vous voir. »« Et pourquoi cela, Planchet ?» demanda le jeune homme. « Auriez-vous confiance en monsieur Bonacieux, notre hôte ? Moi ? Pas le moins du monde. Oh, que vous faites bien, monsieur. Mais d'où vient cette question ? De ce que, tandis que vous causiez avec lui, je vous observais sans vous écouter. Monsieur, sa figure a changé 2 ou 3 fois de couleur. Bah, monsieur n'a pas remarqué cela, préoccupé qu'il était de la lettre qu'il venait de recevoir. Mais moi, au contraire, que l'étrange façon dont cette lettre était parvenue à la maison avait mis sur mes gardes, je n'ai pas perdu un mouvement de sa physionomie. Et tu l'as trouvée ? Traîtreuse, monsieur. Vraiment. De plus, aussitôt que monsieur l'a eu quitté et qu'il a disparu au coin de la rue, monsieur Bonacieux a pris son chapeau, a fermé sa porte et s'est mis à courir sur la rue opposée. En effet, tu as raison, Planchet, tout cela me paraît fort louche, et sois tranquille, nous ne lui paierons pas notre loyer que la chose ne nous ait été catégoriquement expliquée. Monsieur plaisante, mais monsieur verra. Que veux-tu, Planchet ? Ce qui doit arriver est écrit. Monsieur ne renonce donc pas à sa promenade de ce soir ? Bien au contraire. Planchet, plus j'en voudrais monsieur Bonacieux, et plus j'irai au rendez-vous que m'a donné cette lettre qui t'inquiète tant. Alors, si c'est la résolution de monsieur, inébranlable, mon ami. Ainsi donc, à 9h, tiens-toi prêt ici, à l'hôtel. Je viendrai te prendre. Planchet, voyant qu'il n'y avait plus aucun espoir de faire renoncer son maître à son projet, poussa un profond soupir et se mit à étriller le 3e cheval. Quant à D'Artagnan, comme c'était au fond un garçon plein de prudence, au lieu de rentrer chez lui, il s'en alla dîner chez ce prêtre gascon qui, au moment de la détresse des 4 amis, leur avait donné un déjeuner de chocolat. À 9h, D'Artagnan était à l'hôtel des gardes. Il trouva Planchet sous les armes. Le 4e cheval était arrivé. Planchet était armé de son mousqueton et d'un pistolet. D'Artagnan avait son épée et passa 2 pistolets à sa ceinture, puis tous 2 enfourchèrent chacun un cheval et s'éloignèrent sans bruit. Il faisait nuit close et personne ne les vit sortir. Planchet se mit à la suite de son maître et marcha par derrière à 10 pas. D'Artagnan traversa les quais, sortit par la porte de la conférence et suivit alors le chemin, bien plus beau alors qu'aujourd'hui, qui mène à Saint-Cloud. Tant qu'on fut dans la ville, Planchet garda respectueusement la distance qu'il s'était imposée, mais dès que le chemin commença à devenir plus désert et plus obscur, il se rapprocha tout doucement, si bien que, lorsqu'on entra dans le bois de Boulogne, il se trouva tout naturellement marcher côte à côte avec son maître. En effet, nous ne devons pas dissimuler que l'oscillation des grands arbres et le reflet de la lune dans les taillis sombres lui causaient une vive inquiétude. D'Artagnan s'aperçut qu'il se passait chez son laquais quelque chose d'extraordinaire. « Eh bien, monsieur Planchet, lui demanda-t-il, qu'avons-nous donc ? Ne trouvez-vous pas, monsieur, que les bois sont comme les églises ? Pourquoi cela, Planchet ? Parce qu'on n'ose point parler haut dans ceci comme dans celle-là. Pourquoi n'oses-tu parler haut, Planchet ? Parce que tu as peur ? Peur d'être entendu, oui, monsieur. Peur d'être entendu ? Notre conversation est cependant morale, mon cher Planchet, et nul n'y trouverait à redire. Ah, monsieur, reprit Planchet en revenant à son idée mère, que ce monsieur Bonacieux a quelque chose de sournois dans ses sourcils et de déplaisant dans le jeu de ses lèvres. Qui diable te fait penser à Bonacieux ? Monsieur, l'on pense à ce que l'on peut et non pas à ce que l'on veut, parce que tu es un poltron, Planchet. Monsieur, ne confondons pas la prudence avec la poltronnerie. La prudence est une vertu. Et tu es vertueux, n'est-ce pas, Planchet ?
Monsieur, n'est-ce point le canon d'un mousquet qui brille là-bas, si nous baissions la tête? En vérité, murmura d'Artagnan, à qui les recommandations de monsieur de Tréville revenaient en mémoire, en vérité, cet animal finirait par me faire peur. Et il mit son cheval au trot. Planchet suivit le mouvement de son maître, exactement comme s'il eût été son ombre, et se retrouva trottant près de lui. « Est-ce que nous allons marcher comme cela toute la nuit, monsieur ?» demanda-t-il. « Non, Planchet, car tu es arrivé, toi. »« Comment ? Je suis arrivé. Et monsieur? Moi, je vais encore à quelques pas. Et monsieur me laisse seul ici? Tu as peur, Planchet? Non, mais je fais seulement observer à monsieur que la nuit sera très froide, que les fraîcheurs donnent des rhumatismes, et qu'un laquais qui a des rhumatismes est un triste serviteur, surtout pour un maître alerte comme un monsieur. Eh bien, si tu as froid, Planchet, tu entreras dans un de ces cabarets que tu vois là-bas, et tu m'attendras demain matin à 6 heures devant la porte. Monsieur, j'ai bu et mangé respectueusement l'écu que vous m'avez donné ce matin, de sorte qu'il ne me reste pas un traître sous dans le cas où j'aurais froid. Voici une demi-pistole. À demain. D'Artagnan descendit de son cheval, jeta la bride au bras de Planchet et s'éloigna rapidement en s'enveloppant dans son manteau. « Dieu que j'ai froid !» s'écria Planchet. Dès qu'il eut perdu son maître de vue, et pressé qu'il était de se réchauffer, il se hâta d'aller frapper à la porte d'une maison parée de tous les attributs d'un cabaret de banlieue. Cependant, d'Artagnan, qui s'était jeté dans un enfer, mais petit chemin de traverse, continuait sa route et atteignait Saint-Cloud. Mais au lieu de suivre la grande rue, il tourna derrière le château, gagna une espèce de ruelle fort écartée et se trouva bientôt en face du pavillon indiqué. Il était situé dans un lieu tout à fait désert. Un grand mur, à l'angle duquel était ce pavillon, régnait d'un côté de cette ruelle et de l'autre une haie défendait contre les passants un petit jardin au fond duquel s'élevait une maigre cabane. Il était arrivé au rendez-vous et comme on ne lui avait pas dit d'annoncer sa présence par aucun signal, il attendit. Nul bruit ne se faisait entendre, on eût dit qu'on était à 100 lieues de la capitale. D'Artagnan s'adossa à la haie après avoir jeté un coup d'œil derrière lui. Par-delà cette haie, ce jardin et cette cabane, un brouillard sombre enveloppait de ses plis cette immensité où dort Paris, vide, béant, immensité où brillaient quelques points lumineux, étoiles funèbres de cet enfer. Mais pour d'Artagnan, tous les aspects revêtaient une forme heureuse, toutes les idées avaient un sourire, toutes les ténèbres étaient diaphanes. L'heure du rendez-vous allait sonner. En effet, au bout de quelques instants, le beffroi de Saint-Cloud laissa lentement tomber 10 coups de sa large gueule mugissante. Il y avait quelque chose de lugubre à cette voix de bronze qui se lamentait ainsi au milieu de la nuit. Mais chacune de ces heures qui composaient l'heure attendue vibrait harmonieusement au cœur du jeune homme. Ses yeux étaient fixés sur le petit pavillon situé à l'angle de la rue et toutes les fenêtres étaient fermées par des volets, excepté une seule du premier étage. À travers cette fenêtre brillait une lumière douce qui argentait le feuillage tremblant de 2 ou 3 tilleuls qui s'élevaient formant groupe en dehors du parc. Évidemment, derrière cette petite fenêtre, si gracieusement éclairée, la jolie Madame Bonacieux l'attendait. Bercé par cette douce idée, D'Artagnan attendit de son côté une demi-heure sans impatience aucune. Les yeux fixés sur ce charmant petit séjour dont D'Artagnan apercevait une partie de plafond aux moulures dorées, attestant l'élégance du reste de l'appartement. Le beffroi de Saint-Cloud donna 6 heures, 10 heures et demie. Cette fois-ci, sans que D'Artagnan comprît pourquoi, un frisson courut dans ses veines. Peut-être aussi le froid commençait-il à le gagner et prenait-il pour une impression morale une sensation tout à fait physique. Puis l'idée lui vint qu'il avait mal lu et que le rendez-vous était pour 11 heures seulement. Il s'approcha de la fenêtre, se plaça dans un rayon de lumière, tira sa lettre de sa poche et la relut. Il ne s'était point trompé. Le rendez-vous était bien pour 10 heures. Il alla reprendre son poste, commençant à être assez inquiet de ce silence et de cette solitude. 11 heures sonnèrent. D'Artagnan commença à craindre véritablement qu'il ne fût arrivé quelque chose à Madame Bonacieux. Il frappa 3 coups dans ses mains, signa l'ordinaire des amoureux, mais personne ne lui répondit, pas même l'écho. Alors, il pensa avec un certain dépit que peut-être la femme s'était endormie en l'attendant. Il s'approcha du mur et essaya d'y monter. Mais le mur était nouvellement crépi et D'Artagnan se retourna inutilement les ongles.
En ce moment, il avisa les arbres, dont la lumière continuait d'argenter les feuilles, et comme l'un d'eux faisait saillie sur le chemin, il pensa que du milieu de ses branches, son regard pourrait pénétrer dans le pavillon. L'arbre était facile. D'ailleurs, D'Artagnan avait 20 ans à peine, et par conséquent se souvenait de son métier d'écolier. En un instant, il fut au milieu des branches, et par les vitres transparentes, ses yeux plongèrent dans l'intérieur du pavillon. Chose étrange, et qui fit frissonner D'Artagnan de la plante des pieds à la racine des cheveux, cette douce lumière, cette calme lampe éclairait une scène de désordre épouvantable. Une des vitres de la fenêtre était cassée, la porte de la chambre avait été enfoncée et à demi brisée. Pendait à ses gonds, une table qui avait dû être couverte d'un élégant souper gisait à terre. Les flacons en éclats, les fruits écrasés jonchaient le parquet. Tout témoignait dans cette chambre une lutte violente et désespérée. D'Artagnan crut même reconnaître au milieu de ce pêle-mêle étrange des lambeaux de vêtements et quelques taches sanglantes maculant la nappe et les rideaux. Les nuits de Léa sur Vibration. Vibration, vibrons ensemble. Vous écoutez les nuits de Léa sur Vibration. Vibration, vibrons ensemble. Il se hâta de redescendre dans la rue avec un horrible battement de cœur. Il voulait voir s'il ne trouverait pas d'autres traces de violence. La petite lueur suave brillait toujours dans le calme de la nuit. D'Artagnan s'aperçut alors, chose qu'il n'avait pas remarquée d'abord, car rien ne le poussait à cet examen, que le sol, battu, ici, troué là, présentait des traces confuses de pas d'hommes et de pieds de chevaux. En outre, les roues d'une voiture qui paraissait venir de Paris avaient creusé dans la terre molle une profonde empreinte qui ne dépassait pas la hauteur du pavillon et qui retournait vers Paris. Enfin, D'Artagnan, en poursuivant ses recherches, trouva près du mur un gant de femme déchiré. Cependant, ce gant, par tous les points où il n'avait pas touché la terre boueuse, était d'une fraîcheur irréprochable. C'était un de ces gants parfumés, comme les amants aiment à les arracher d'une jolie main. À mesure que D'Artagnan poursuivait ses investigations, une sueur plus abondante et plus glacée perlait sur son front. Son cœur était serré par une horrible angoisse. Sa respiration était haletante. Et cependant, il se disait, pour se rassurer, que ce pavillon n'avait peut-être rien de commun avec Madame Bonacieux, que la jeune femme lui avait donné rendez-vous devant ce pavillon et non dans ce pavillon, qu'elle avait pu être retenue à Paris par son service, par la jalousie de son mari peut-être. Mais tous ces raisonnements étaient battus en brèche, détruits, renversés par ce sentiment de douleur intime qui, dans certaines occasions, s'empare de tout notre être et nos cris. Par tout ce qui est destiné chez nous à entendre qu'un grand malheur plane sur nous. Alors D'Artagnan devint presque insensé. Il courut sur la grande route, prit le même chemin qu'il avait déjà fait, s'avança jusqu'au bac et interrogea le passeur. Vers les 7 heures du soir, le passeur avait fait traverser la rivière à une femme enveloppée d'une mante noire qui paraissait avoir le plus grand intérêt à ne pas être reconnue. Mais justement à cause des précautions qu'elle prenait, le passeur avait prêté une attention plus grande et il avait reconnu que la femme était jeune et jolie. Il y avait alors, comme aujourd'hui, une foule de jeunes et jolies femmes qui venaient à Saint-Cloud et qui avaient intérêt à ne pas être vues. Et cependant, D'Artagnan ne douta point un instant que ce ne fût Madame Bonacieux qu'avait remarqué le passeur. D'Artagnan profita de la lampe qui brillait dans la cabane du passeur pour relire encore une fois le billet de Madame Bonacieux et s'assurer qu'il ne s'était pas trompé, que le rendez-vous était bien à Saint-Cloud et non ailleurs, devant le pavillon de Monsieur d'Estrées et non dans une autre rue. Tout concourait à prouver à D'Artagnan que ses pressentiments ne le trompaient point et qu'un grand malheur était arrivé. Il reprit le chemin du château tout courant. Il lui semblait qu'en son absence, quelque chose de nouveau s'était peut-être passé au pavillon et que des renseignements l'attendaient là. La ruelle était toujours déserte, et la même lueur calme et douce s'épanchait de la fenêtre. D'Artagnan songea alors à cette masure muette et aveugle, mais qui sans doute avait vu et qui peut-être pouvait parler. La porte de clôture était fermée, mais il sauta par-dessus la haie et malgré les aboiements du chien à la chaîne, il s'approcha de la cabane. Au premier coup qu'il frappa, rien ne répondit. Un silence de mort régnait dans la cabane comme dans le pavillon. Cependant, comme cette cabane était sa dernière ressource, il s'obstina. Bientôt, il lui sembla entendre un léger bruit intérieur, bruit craintif, et qui semblait trembler lui-même d'être entendu.
Alors d'Artagnan cessa de frapper et pria, avec un accent si plein d'inquiétude et de promesses, d'effroi et de cajolerie, que sa voix était de nature à rassurer de plus peureux. Enfin, un vieux volet vermoulu s'ouvrit, ou plutôt s'entrebâilla et se referma dès que la lueur d'une misérable lampe qui brûlait dans un coin eut éclairé le baudrier, la poignée de l'épée et le pommeau des pistolets de d'Artagnan. Cependant, si rapide qu'eût été le mouvement, d'Artagnan avait eu le temps d'entrevoir une tête de vieillard. « Au nom du ciel, dit-il, écoutez-moi. J'attendais quelqu'un qui ne vient pas. Je meurs d'inquiétude. Serait-il arrivé quelque malheur aux environs? Parlez. » La fenêtre se rouvrit lentement et la même figure apparut de nouveau. Seulement, elle était plus pâle encore que la première fois. D'Artagnan raconta naïvement son histoire, au nom près. Il dit comment il avait rendez-vous avec une jeune femme devant ce pavillon et comment, ne la voyant pas venir, il était monté sur le tilleul et, à la lueur de la lampe, il avait vu le désordre de la chambre. Le vieillard l'écouta attentivement tout en faisant signe que c'était bien cela, puis lorsque d'Artagnan eut fini, il hocha la tête d'un air qui n'annonçait rien de bon. « Que voulez-vous dire » s'écria d'Artagnan. « Au nom du ciel, voyons, expliquez-vous. »« Oh, monsieur, dit le vieillard, ne me demandez rien, car si je vous disais ce que j'ai vu, bien certainement il ne m'arriverait rien de bon. »« Vous avez donc vu quelque chose ?» reprit d'Artagnan. « En ce cas, au nom du ciel, continua-t-il en lui jetant une pistole, dites ce que vous avez vu, et je vous donne ma foi de gentilhomme que pas une de vos paroles ne sortira de mon cœur. » Le vieillard lut tant de franchise et de douleur sur le visage de d'Artagnan qu'il lui fit signe d'écouter et qui lui dit à voix basse. « Il était 9 heures à peu près, j'avais entendu quelques bruits dans la rue et je désirais savoir ce que ce pouvait être lorsqu'en m'approchant de ma porte, je m'aperçus qu'on cherchait à entrer. Comme je suis pauvre et que je n'ai pas peur qu'on me vole, j'allais ouvrir et je vis 3 hommes à quelques pas de là. Dans l'ombre était un carrosse avec des chevaux attelés et des chevaux de main. Ces chevaux de main appartenaient évidemment aux 3 hommes qui étaient vêtus en cavaliers. « Ah, mais bon monsieur, m'écriai-je. Que demandez-vous ? Tu dois avoir une échelle ? Me dit celui qui paraissait le chef de l'escorte. « Oui, monsieur, celle avec laquelle je cueille mes fruits. Donne-nous-la et rentre chez toi. Voilà un écu pour le dérangement que nous te causons. Souviens-toi seulement que si tu dis un mot de ce que tu vas voir et de ce que tu vas entendre, car tu regarderas et tu écouteras, quelques menaces que nous te fassions, j'en suis sûr, tu es perdu. » À ces mots, il me jeta un écu que je ramassai et il prit mon échelle. Effectivement, après avoir refermé la porte de la haie derrière eux, je fis semblant de rentrer à la maison. Mais j'en sortis aussitôt par la porte de derrière et me glissant dans l'ombre, je parvins jusqu'à cette touffe de sureau, du milieu de laquelle je pouvais tout voir sans être vu. Les 3 hommes avaient fait avancer la voiture sans aucun bruit. Ils en tirèrent un petit homme, gros, court, grisonnant, mesquinement vêtu de couleur sombre, lequel monta avec précaution à l'échelle, regarda sournoisement dans l'intérieur de la chambre, redescendit à pas de loup et murmura à voix basse. « C'est elle !» Aussitôt, celui qui m'avait parlé s'approcha de la porte du pavillon, l'ouvrit avec une clé qu'il portait sur lui, referma la porte et disparut. En même temps, les 2 autres hommes montèrent à l'échelle. Le petit vieux demeurait à la portière, le cocher maintenait les chevaux de la voiture et un laquais les chevaux de selle. Tout à coup, de grands cris retentirent dans le pavillon. Une femme accourut à la fenêtre et l'ouvrit comme pour se précipiter. Mais aussitôt qu'elle aperçut les 2 hommes, elle se rejeta en arrière. Les 2 hommes s'élancèrent après elle dans la chambre. Alors, je ne vis plus rien, mais j'entendis le bruit des meubles que l'on brise. La femme criait et appelait au secours. Mais bientôt ses cris furent étouffés. Les 3 hommes se rapprochèrent de la fenêtre, emportant la femme dans leurs bras. 2 descendirent par l'échelle et la transportèrent dans la voiture, où le petit vieux entra après elle. Celui qui était resté dans le pavillon referma la croisée, sortit un instant après par la porte et s'assura que la femme était bien dans la voiture. Ses 2 compagnons l'attendaient déjà à cheval. Il sauta à son tour en selle. Le laquais reprit sa place près du cocher. Le carrosse s'éloigna au galop escorté par les 3 cavaliers et tout fut fini. À partir de ce moment-là, je n'ai plus rien vu, rien entendu. D'Artagnan
Écrasée par une si terrible nouvelle, resta immobile et muette, tandis que tous les démons de la colère et de la jalousie hurlaient dans son cœur. Mais, mon gentilhomme, reprit le vieillard, sur lequel ce muet désespoir causait certes plus d'effet que n'en eussent produit des cris et des larmes, allons, ne vous désolez pas. Ils ne vous l'ont pas tué, voilà l'essentiel. Savez-vous à peu près, dit D'Artagnan, quel est l'homme qui conduisait cette infernale expédition? Je ne le connais pas. Mais puisqu'il vous a parlé, vous avez pu le voir. Ah, c'est son signalement que vous me demandez? Oui, un grand sec, basané, moustache noire, œil noir, l'air d'un gentilhomme. C'est cela, s'écria D'Artagnan. Encore lui, toujours lui. C'est mon démon, à ce qu'il paraît. Et l'autre? Lequel? Le petit? Oh, celui-là n'est pas un seigneur, j'en réponds. D'ailleurs, il ne portait pas l'épée et les autres le traitaient sans aucune considération. Quelques laquais, murmura D'Artagnan. Ah, pauvre femme, pauvre femme. Qu'en ont-ils fait? Vous m'avez promis le secret, dit le vieillard, et je vous renouvelle ma promesse. Soyez tranquille, je suis gentilhomme. Un gentilhomme n'a que sa parole, et je vous ai donné la mienne. D'Artagnan reprit, l'âme navrée, le chemin du bac. Tantôt il ne pouvait croire que ce fût Madame Bonacieux, et il espérait le lendemain la retrouver au Louvre. Tantôt il craignait qu'elle n'eût eu une intrigue avec quelque autre et qu'un jaloux ne l'eût surprise et fait enlever. Il flottait, il se désolait, il se désespérait. « Oh, si j'avais là, mes amis !» s'écriait-il. « J'aurais au moins quelque espérance de le retrouver, mais qui sait ce qu'ils sont devenus eux-mêmes ?» Il était minuit à peu près, il s'agissait de retrouver Planchet. D'Artagnan se fit ouvrir successivement tous les cabarets dans lesquels il aperçut un peu de lumière. Dans aucun d'eux, il ne retrouva Planchet. Au 6e, il commença de réfléchir que la recherche était un peu hasardée. D'Artagnan n'avait donné rendez-vous à son laquais qu'à 6 heures du matin, et quelque part qu'il fût, il était dans son droit. D'ailleurs, il vint au jeune homme cette idée qu'en restant aux environs du lieu où l'événement s'était passé, il obtiendrait peut-être quelque éclaircissement sur cette mystérieuse affaire. Au 6e cabaret, comme nous l'avons dit, D'Artagnan s'arrêta donc, demanda une bouteille de vin de première qualité, s'accouda dans l'angle le plus obscur et se décida à attendre ainsi le jour. Mais cette fois encore, son espérance fut trompée, et quoiqu'il écoutât de toutes ses oreilles, il n'entendit au milieu des jurons, des lazzi et des injures qu'échangeaient entre les ouvriers, les laquais et les rouliers qui composaient l'honorable société dont il faisait partie, rien qui pût le mettre sur la terrasse de la pauvre femme, enlevée. Force lui fut donc, après avoir avalé sa bouteille par désœuvrement et pour ne pas éveiller des soupçons, de chercher dans son coin la posture la plus satisfaisante possible et de s'endormir tant bien que mal. D'Artagnan avait 20 ans, on se le rappelle, et à cet âge, le sommeil a des droits imprescriptibles qu'il réclame impérieusement, même sur les cœurs les plus désespérés. Vers 6 heures du matin, D'Artagnan se réveilla avec ce malaise qui accompagne ordinairement le point du jour après une mauvaise nuit. Sa toilette n'était pas longue à faire, il se tâta pour savoir si on n'avait pas profité de son sommeil pour le voler, et ayant retrouvé son diamant à son doigt, sa bourse dans sa poche et ses pistolets à sa ceinture, il se leva, paya sa bouteille et sortit pour voir s'il n'aurait pas plus de bonheur dans la recherche de son laquais le matin que la nuit. En effet, la première chose qu'il aperçut à travers le brouillard humide et grisâtre fut l'honnête Planchet qui, les 2 chevaux en main, l'attendait à la porte d'un petit cabaret borgne devant lequel D'Artagnan était passé sans même soupçonner son existence. Au lieu de rentrer chez lui directement, D'Artagnan mit pied à terre à la porte de Monsieur de Tréville et monta rapidement l'escalier. Cette fois, il était décidé à lui raconter tout ce qui venait de se passer. Sans doute, il lui donnerait de bons conseils dans toute cette affaire, puis, comme Monsieur de Tréville voyait presque journellement la reine, il pourrait peut-être tirer de sa majesté quelques renseignements sur la pauvre femme à qui l'on faisait sans doute payer son dévouement à sa maîtresse. Monsieur de Tréville écouta le récit du jeune homme avec une gravité qui prouvait qu'il voyait autre chose dans toute cette aventure qu'une intrigue d'amour. Puis, quand D'Artagnan eut achevé, « dit-il, tout ceci sans son éminence d'une lieue. »« Mais que faire ?» dit D'Artagnan. « Rien, absolument rien. À cette heure,
que quitter Paris, comme je vous l'ai dit, le plus tôt possible. Je verrai la reine, je lui raconterai les détails de la disparition de cette pauvre femme, qu'elle ignore sans doute. Ces détails la guideront de son côté, et, à votre retour, peut-être aurai-je quelques bonnes nouvelles à vous dire. Reposez-vous sur moi. D'Artagnan savait que quoique Gascon, monsieur de Tréville n'avait pas l'habitude de promettre, et que lorsque par hasard il promettait, il tenait plus qu'il n'avait promis. Il le salua donc, plein de reconnaissance pour le passé et pour l'avenir, et le digne capitaine, qui de son côté éprouvait un vif intérêt pour ce jeune homme si brave et si résolu, lui serra affectueusement la main en lui souhaitant un bon voyage. Décidé à mettre les conseils de monsieur Tréville en pratique à l'instant même, D'Artagnan s'achemina vers la rue des Fossoyeurs afin de veiller à la confection de son porte-manteau. En s'approchant de sa maison, il reconnut monsieur Bonacieux en costume du matin, debout sur le seuil de sa porte. Tout ce que lui avait dit la veille le prudent Planchet sur le caractère sinistre de son hôte revint alors à l'esprit de D'Artagnan, qui le regarda plus attentivement qu'il n'avait fait encore. En effet, outre cette pâleur jaunâtre et maladive qui indique l'infiltration de la bile dans le sang et qui pouvait d'ailleurs n'être qu'accidentelle, D'Artagnan remarqua quelque chose de sournoisement perfide dans l'attitude des rides de sa face. Les nuits de Léa, c'est seulement sur Vibration. Vibration. Vibrons ensemble. Vibration, les nuits de Léa. Vibration. Vibrons ensemble. Bonjour et bienvenue, merci d'être au rendez-vous. C'est Léa et nous allons passer 2 heures ensemble cette nuit où nous continuons le roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Vous êtes prêts ? Alors, écoutez. Il se hâta de redescendre dans la rue avec un horrible battement de cœur. Il voulait voir s'il ne trouverait pas d'autres traces de violence. La petite lueur suave brillait toujours dans le calme de la nuit. D'Artagnan s'aperçut alors, chose qu'il n'avait pas remarquée d'abord, car rien ne le poussait à cet examen, que le sol, battu, ici, troué là, présentait des traces confuses de pas d'hommes et de pieds de chevaux. En outre, les roues d'une voiture qui paraissait venir de Paris avaient creusé dans la terre molle une profonde empreinte qui ne dépassait pas la hauteur du pavillon et qui retournait vers Paris. Enfin, D'Artagnan, en poursuivant ses recherches, trouva près du mur un gant de femme déchiré. Cependant, ce gant, par tous les points où il n'avait pas touché la terre boueuse, était d'une fraîcheur irréprochable. C'était un de ces gants parfumés, comme les amants aiment à les arracher d'une jolie main. À mesure que D'Artagnan poursuivait ses investigations, une sueur plus abondante et plus glacée perlait sur son front. Son cœur était serré par une horrible angoisse, sa respiration était haletante. Et cependant, il se disait, pour se rassurer, que ce pavillon n'avait peut-être rien de commun avec Madame Bonacieux, que la jeune femme lui avait donné rendez-vous devant ce pavillon et non dans ce pavillon, qu'elle avait pu être retenue à Paris par son service, par la jalousie de son mari peut-être. Mais tous ces raisonnements étaient battus en brèche, détruits, renversés par ce sentiment de douleur intime qui, dans certaines occasions, s'empare de tout notre être et nos cris. Par tout ce qui est destiné chez nous à entendre qu'un grand malheur plane sur nous. Alors D'Artagnan devint presque insensé. Il courut sur la grande route, prit le même chemin qu'il avait déjà fait, s'avança jusqu'au bac et interrogea le passeur. Vers les 7 heures du soir, le passeur avait fait traverser la rivière à une femme enveloppée d'une mante noire qui paraissait avoir le plus grand intérêt à ne pas être reconnue. Mais justement à cause des précautions qu'elle prenait, le passeur avait prêté une attention plus grande et il avait reconnu que la femme était jeune et jolie. Il y avait alors, comme aujourd'hui, une foule de jeunes et jolies femmes qui venaient à Saint-Cloud et qui avaient intérêt à ne pas être vues. Et cependant, D'Artagnan ne douta point un instant que ce ne fût Madame Bonacieux qu'avait remarqué le passeur. D'Artagnan profita de la lampe qui brillait dans la cabane du passeur pour relire encore une fois le billet de Madame Bonacieux et s'assurer qu'il ne s'était pas trompé, que le rendez-vous était bien à Saint-Cloud et non ailleurs, devant le pavillon de Monsieur d'Estrées et non dans une autre rue. Tout concourait à prouver à D'Artagnan que ses pressentiments ne le trompaient point et qu'un grand malheur était arrivé.
Il reprit le chemin du château tout courant. Il lui semblait qu'en son absence, quelque chose de nouveau s'était peut-être passé au pavillon et que des renseignements l'attendaient là. La ruelle était toujours déserte, et la même lueur calme et douce s'épanchait de la fenêtre. D'Artagnan songea alors à cette masure muette et aveugle, mais qui sans doute avait vu et qui peut-être pouvait parler. La porte de clôture était fermée, mais il sauta par-dessus la haie et malgré les aboiements du chien à la chaîne, il s'approcha de la cabane. Au premier coup qu'il frappa, rien ne répondit. Un silence de mort régnait dans la cabane comme dans le pavillon. Cependant, comme cette cabane était sa dernière ressource, il s'obstina. Bientôt, il lui sembla entendre un léger bruit intérieur, bruit craintif, et qui semblait trembler lui-même d'être entendu. Alors d'Artagnan cessa de frapper et pria, avec un accent si plein d'inquiétude et de promesses, d'effroi et de cajolerie, que sa voix était de nature à rassurer de plus peureux. Enfin, un vieux volet vermoulu s'ouvrit, ou plutôt s'entrebâilla et se referma dès que la lueur d'une misérable lampe qui brûlait dans un coin eut éclairé le baudrier, la poignée de l'épée et le pommeau des pistolets de D'Artagnan. Cependant, si rapide qu'eût été le mouvement, D'Artagnan avait eu le temps d'entrevoir une tête de vieillard. « Au nom du ciel, dit-il, écoutez-moi. J'attendais quelqu'un qui ne vient pas. Je meurs d'inquiétude. Serait-il arrivé quelque malheur aux environs? Parlez. » La fenêtre se rouvrit lentement et la même figure apparut de nouveau. Seulement, elle était plus pâle encore que la première fois. D'Artagnan raconta naïvement son histoire, au nom près. Il dit comment il avait rendez-vous avec une jeune femme devant ce pavillon et comment, ne la voyant pas venir, il était monté sur le tilleul et, à la lueur de la lampe, il avait vu le désordre de la chambre. Le vieillard l'écouta attentivement tout en faisant signe que c'était bien cela, puis lorsque D'Artagnan eut fini, il hocha la tête d'un air qui n'annonçait rien de bon. « Que voulez-vous dire » s'écria D'Artagnan. « Au nom du ciel, voyons, expliquez-vous. »« Oh, monsieur, dit le vieillard, ne me demandez rien, car si je vous disais ce que j'ai vu, bien certainement il ne m'arriverait rien de bon. »« Vous avez donc vu quelque chose ?» reprit D'Artagnan. « En ce cas, au nom du ciel, continua-t-il en lui jetant une pistole, dites ce que vous avez vu, et je vous donne ma foi de gentilhomme que pas une de vos paroles ne sortira de mon cœur. » Le vieillard lut tant de franchise et de douleur sur le visage de D'Artagnan qu'il lui fit signe d'écouter et qui lui dit à voix basse. « Il était 9 heures à peu près, j'avais entendu quelques bruits dans la rue et je désirais savoir ce que ce pouvait être lorsqu'en m'approchant de ma porte, je m'aperçus qu'on cherchait à entrer. Comme je suis pauvre et que je n'ai pas peur qu'on me vole, j'allais ouvrir et je vis 3 hommes à quelques pas de là. Dans l'ombre était un carrosse avec des chevaux attelés et des chevaux de main. Ces chevaux de main appartenaient évidemment aux 3 hommes qui étaient vêtus en cavaliers. « Ah, mais bon monsieur, m'écriai-je. Que demandez-vous ? Tu dois avoir une échelle ? Me dit celui qui paraissait le chef de l'escorte. « Oui, monsieur, celle avec laquelle je cueille mes fruits. Donne-nous-la et rentre chez toi. Voilà un écu pour le dérangement que nous te causons. Souviens-toi seulement que si tu dis un mot de ce que tu vas voir et de ce que tu vas entendre, car tu regarderas et tu écouteras, quelques menaces que nous te fassions, j'en suis sûr, tu es perdu. » À ces mots, il me jeta un écu que je ramassai et il prit mon échelle. Effectivement, après avoir refermé la porte de la haie derrière eux, je fis semblant de rentrer à la maison. Mais j'en sortis aussitôt par la porte de derrière et me glissant dans l'ombre, je parvins jusqu'à cette touffe de sureau, du milieu de laquelle je pouvais tout voir sans être vu. Les 3 hommes avaient fait avancer la voiture sans aucun bruit. Ils en tirèrent un petit homme, gros, court, grisonnant, mesquinement vêtu de couleur sombre, lequel monta avec précaution à l'échelle, regarda sournoisement dans l'intérieur de la chambre, redescendit à pas de loup et murmura à voix basse. « C'est elle !» Aussitôt, celui qui m'avait parlé s'approcha de la porte du pavillon, l'ouvrit avec une clé qu'il portait sur lui, referma la porte et disparut. En même temps, les 2 autres hommes montèrent à l'échelle. Le petit vieux demeurait à la portière, le cocher maintenait les chevaux de la voiture et un laquais les chevaux de selle. Tout à coup, de grands cris retentirent dans le pavillon. Une femme accourut à la fenêtre et l'ouvrit comme pour se précipiter. Mais aussitôt qu'elle aperçut les 2 hommes, elle se rejeta en arrière. Les 2 hommes s'élancèrent
après elle dans la chambre. Alors, je ne vis plus rien, mais j'entendis le bruit des meubles que l'on brise, la femme criait et appelait au secours. Mais bientôt ses cris furent étouffés, les 3 hommes se rapprochèrent de la fenêtre, emportant la femme dans leurs bras. 2 descendirent par l'échelle et la transportèrent dans la voiture, où le petit vieux entra après elle. Celui qui était resté dans le pavillon referma la croisée, sortit un instant après par la porte et s'assura que la femme était bien dans la voiture. Ses 2 compagnons l'attendaient déjà à cheval. Il sauta à son tour en selle. Le laquais reprit sa place près du cocher. Le carrosse s'éloigna au galop escorté par les 3 cavaliers et tout fut fini. À partir de ce moment-là, je n'ai plus rien vu, rien entendu. D'Artagnan, écrasé par une si terrible nouvelle, resta immobile et muet tandis que tous les démons de la colère et de la jalousie hurlaient dans son cœur. Mais mon gentilhomme, reprit le vieillard, sur lequel ce muet désespoir causait certes plus d'effet que n'en eussent produit des cris et des larmes, allons, ne vous désolez pas. Ils ne vous l'ont pas tué, voilà l'essentiel. Savez-vous à peu près, dit D'Artagnan, quel est l'homme qui conduisait cette infernale expédition? Je ne le connais pas, mais puisqu'il vous a parlé, vous avez pu le voir. Ah, c'est son signalement que vous me demandez? Oui. Un grand sec, basané, moustache noire, œil noir, l'air d'un gentilhomme. C'est cela, s'écria D'Artagnan. Encore lui, toujours lui. C'est mon démon, à ce qu'il paraît. Et l'autre? Lequel? Le petit? Oh, celui-là n'est pas un seigneur, j'en réponds. D'ailleurs, il ne portait pas l'épée et les autres le traitaient sans aucune considération. Quelques laquais, murmura D'Artagnan. Ah, pauvre femme, pauvre femme. Qu'en ont-ils fait? Vous m'avez promis le secret, dit le vieillard, et je vous renouvelle ma promesse. Soyez tranquille, je suis gentilhomme. Un gentilhomme n'a que sa parole, et je vous ai donné la mienne. D'Artagnan reprit, l'âme navrée, le chemin du bac. Tantôt il ne pouvait croire que ce fût Madame Bonacieux, et il espérait le lendemain la retrouver au Louvre. Tantôt il craignait qu'elle n'eût eu une intrigue avec quelque autre et qu'un jaloux ne l'eût surprise et fait enlever. Il flottait, il se désolait, il se désespérait. « Oh, si j'avais là mes amis !» s'écriait-il. « J'aurais au moins quelque espérance de le retrouver, mais qui sait ce qu'ils sont devenus eux-mêmes ?» Il était minuit à peu près, il s'agissait de retrouver Planchet. D'Artagnan se fit ouvrir successivement tous les cabarets dans lesquels il aperçut un peu de lumière. Dans aucun d'eux, il ne retrouva Planchet. Au 6e, il commença de réfléchir que la recherche était un peu hasardée. D'Artagnan n'avait donné rendez-vous à son laquais qu'à 6 heures du matin, et quelque part qu'il fût, il était dans son droit. D'ailleurs, il vint au jeune homme cette idée qu'en restant aux environs du lieu où l'événement s'était passé, il obtiendrait peut-être quelque éclaircissement sur cette mystérieuse affaire. Au 6e cabaret, comme nous l'avons dit, D'Artagnan s'arrêta donc, demanda une bouteille de vin de première qualité, s'accouda dans l'angle le plus obscur et se décida à attendre ainsi le jour. Mais cette fois encore, son espérance fut trompée, et quoiqu'il écoutât de toutes ses oreilles, il n'entendit au milieu des jurons, des lazis et des injures qu'échangeaient entre les ouvriers, les laquais et les rouliers qui composaient l'honorable société dont il faisait partie, rien qui pût le mettre sur la terrasse de la pauvre femme, enlevée. Force lui fut donc, après avoir avalé sa bouteille par désœuvrement et pour ne pas éveiller des soupçons, de chercher dans son coin la posture la plus satisfaisante possible et de s'endormir tant bien que mal. D'Artagnan avait 20 ans, on se le rappelle, et à cet âge, le sommeil a des droits imprescriptibles qu'il réclame impérieusement, même sur les cœurs les plus désespérés. Vers 6 heures du matin, D'Artagnan se réveilla avec ce malaise qui accompagne ordinairement le point du jour après une mauvaise nuit. Sa toilette n'était pas longue à faire, il se tâta pour savoir si on n'avait pas profité de son sommeil pour le voler, et ayant retrouvé son diamant à son doigt, sa bourse dans sa poche et ses pistolets à sa ceinture, il se leva, paya sa bouteille et sortit pour voir s'il n'aurait pas plus de bonheur dans la recherche de son laquais le matin que la nuit. En effet, la première chose qu'il aperçut à travers le brouillard humide et grisâtre fut l'honnête Planchet qui, les 2 chevaux en main, l'attendait à la porte d'un petit cabaret borgne devant lequel D'Artagnan était passé sans même soupçonner son existence. Au lieu de rentrer chez lui directement, D'Artagnan mit pied à terre
à la porte de Monsieur de Tréville et monta rapidement l'escalier. Cette fois, il était décidé à lui raconter tout ce qui venait de se passer. Sans doute, il lui donnerait de bons conseils dans toute cette affaire, puis, comme Monsieur de Tréville voyait presque journellement la reine, il pourrait peut-être tirer de sa majesté quelques renseignements sur la pauvre femme à qui l'on faisait sans doute payer son dévouement à sa maîtresse. Monsieur de Tréville écouta le récit du jeune homme avec une gravité qui prouvait qu'il voyait autre chose dans toute cette aventure qu'une intrigue d'amour. Puis, quand D'Artagnan eut achevé, « dit-il, tout ceci sans son éminence d'une lieue. »« Mais que faire ?» dit D'Artagnan. « Rien, absolument rien. À cette heure, que quitter Paris, comme je vous l'ai dit, le plus tôt possible. Je verrai la reine, je lui raconterai les détails de la disparition de cette pauvre femme, qu'elle ignore sans doute. Ces détails la guideront de son côté, et, à votre retour, peut-être aurai-je quelques bonnes nouvelles à vous dire. Reposez-vous sur moi. » D'Artagnan savait que quoique Gascon, Monsieur de Tréville n'avait pas l'habitude de promettre, et que lorsque par hasard il promettait, il tenait plus qu'il n'avait promis. Il le salua donc, plein de reconnaissance pour le passé et pour l'avenir, et le digne capitaine, qui de son côté éprouvait un vif intérêt pour ce jeune homme si brave et si résolu, lui serra affectueusement la main en lui souhaitant un bon voyage. Décidé à mettre les conseils de Monsieur Tréville en pratique à l'instant même, D'Artagnan s'achemina vers la rue des Fossoyeurs afin de veiller à la confection de son porte-manteau. En s'approchant de sa maison, il reconnut Monsieur Bonacieux en costume du matin, debout sur le seuil de sa porte. Tout ce que lui avait dit la veille le prudent Planchet sur le caractère sinistre de son hôte revint alors à l'esprit de D'Artagnan, qui le regarda plus attentivement qu'il n'avait fait encore. En effet, outre cette pâleur jaunâtre et maladive qui indique l'infiltration de la bile dans le sang et qui pouvait d'ailleurs n'être qu'accidentelle, D'Artagnan remarqua quelque chose de sournoisement perfide dans l'attitude des rides de sa face. C'est la nuit. Vibration. C'est Léa sur Vibration. Les nuits de Léa sur Vibration. Un fripon ne rit pas de la même façon qu'un honnête homme. Un hypocrite ne pleure pas les mêmes larmes qu'un homme de bonne foi. Toute fausseté est un masque, et si bien fait que soit le masque, on arrive toujours avec un peu d'attention à le distinguer du visage. Il sembla donc à D'Artagnan que Monsieur Bonacieux portait un masque, et même que ce masque était des plus désagréables à voir. En conséquence, il allait, vaincu par sa répugnance pour cet homme, passer devant lui sans lui parler, quand ainsi que la veille, Monsieur Bonacieux l'interpella. « Eh bien, jeune homme, lui dit-il, il paraît que nous faisons de grasses nuits, 7 heures du matin, peste. Il me semble que vous retournez tant soit peu les habitudes reçues et que vous rentrez à l'heure où les autres sortent. On ne vous fera pas le même reproche, maître Bonacieux, dit le jeune homme, et vous êtes le modèle des gens rangés. Il est vrai que lorsque l'on possède une jeune et jolie femme, on n'a pas besoin de courir après le bonheur. C'est le bonheur qui vient vous retrouver, n'est-ce pas, Monsieur Bonacieux ?» Bonacieux devint pâle comme la mort et grimaça un sourire. « Ah ah !» dit Bonacieux, « vous êtes un plaisant compagnon. Mais où diable avez-vous été courir cette nuit, mon jeune maître? Il paraît qu'il ne faisait pas bon dans les chemins de traverse. » D'Artagnan baissa les yeux vers ses bottes toutes couvertes de boue, mais dans ce mouvement, ses regards se portèrent en même temps sur les souliers et les bas du mercier. On eût dit qu'on les avait trempés dans le même bourbier. Les uns et les autres étaient maculés de taches absolument pareilles. Alors une idée subite traversa l'esprit de D'Artagnan. Ce petit homme gros, court, grisonnant, cette espèce de laquais vêtu d'un habit sombre, traité sans considération par les gens d'épée qui composaient l'escorte, c'était Bonacieux lui-même. Le mari avait présidé à l'enlèvement de sa femme. Il prit à D'Artagnan une terrible envie de sauter à la gorge du mercier et de l'étrangler. Mais, nous l'avons dit, c'était un garçon fort prudent et il se contint. Cependant, la révolution qui s'était faite sur son visage était si visible que Bonacieux en fut effrayé et essaya de reculer d'un pas. Mais justement, il se trouvait devant le battant de la porte, qui était fermé, et l'obstacle qu'il rencontra le força de se tenir à la même place. « Ah ça! Mais vous qui plaisantez,
Mon brave homme, dit D'Artagnan, il me semble que si mes bottes ont besoin d'un coup d'éponge, vos bas et vos souliers réclament aussi un coup de brosse. Est-ce que de votre côté, vous auriez couru la prétentaine, maître Bonacieux? Ah, diable, ceci ne serait point pardonnable à un homme de votre âge, et qui, de plus, a une jeune et jolie femme comme la vôtre. Oh, mon Dieu, non, dit Bonacieux. Mais hier, j'ai été à Saint-Mandé pour prendre des renseignements sur une servante dont je ne puis absolument me passer. Et comme les chemins étaient mauvais, j'en ai rapporté toute cette fange, que je n'ai pas encore eu le temps de faire disparaître. Le lieu que désignait Bonacieux comme celui qui avait été le but de sa course fut une nouvelle preuve à l'appui des soupçons qu'avait conçus D'Artagnan. Bonacieux avait dit Saint-Mandé parce que Saint-Mandé est le point absolument opposé à Saint-Cloud. Cette probabilité lui fut une première consolation. Si Bonacieux savait où était sa femme, on pourrait toujours, en employant les moyens extrêmes, forcer le mercier à desserrer les dents et à laisser échapper son secret. Il s'agissait seulement de changer cette probabilité en certitude. « Pardon, mon cher monsieur Bonacieux, si j'en use avec vous sans façon, dit D'Artagnan, mais rien n'altère comme de ne pas dormir. J'ai donc une soif d'enrager. Permettez-moi de prendre un verre d'eau chez vous. Vous le savez, cela ne se refuse pas entre voisins. » Et sans attendre la permission de son hôte, D'Artagnan entra vivement dans la maison et jeta un coup d'œil rapide sur le lit. Le lit n'était pas défait. Bonacieux ne s'était pas couché. Il rentrait donc seulement. Il y avait 1 heure ou 2. Il avait accompagné sa femme jusqu'à l'endroit où on l'avait conduite, ou tout au moins jusqu'au premier relais. « Merci, maître Bonacieux, dit D'Artagnan en vidant son verre. Voilà tout ce que je voulais de vous. Maintenant, je rentre chez moi. Je vais faire brosser mes bottes par Planchet, et quand il aura fini, je vous l'enverrai si vous voulez pour brosser vos souliers. » Et il quitta le mercier tout ébahi de ce singulier adieu et se demandant s'il ne s'était pas enferré lui-même. Sur le haut de l'escalier, il trouva Planchet tout effaré. « Ah, monsieur !» s'écria Planchet dès qu'il eut aperçu son maître. « En voilà bien d'une autre. Et il me tardait bien que vous rentrassiez. »« Qu'y-a-t-il donc ?» demanda D'Artagnan. « Oh, je vous le donne en 100, monsieur. Je vous le donne en 1000 de deviner la visite que j'ai reçue pour vous en votre absence. » Quand cela? Il y a une demi-heure, tandis que vous étiez chez monsieur de Tréville. Et qui donc est venu? Voyons. Parle. Monsieur de Cavois. Monsieur de Cavois? En personne. Le capitaine des gardes de son éminence? Lui-même. Il venait m'arrêter? Je m'en suis douté, monsieur, et cela malgré son air patelin. Il avait l'air patelin, dis-tu? C'est-à-dire qu'il était tout miel, monsieur. Vraiment? Il venait, disait-il, de la part de son éminence, qui vous voulait beaucoup de bien. Vous priez de le suivre au Palais Royal. Et tu lui as répondu que la chose était impossible, attendu que vous étiez hors de la maison, comme il le pouvait voir. Alors qu'a-t-il dit? Que vous ne manquiez pas de passer chez lui dans la journée. Puis il a ajouté tout bas: dis à ton maître que son éminence est parfaitement disposée pour lui et que sa fortune dépend peut-être de cette entrevue. Le piège est assez maladroit pour le cardinal, reprit en souriant le jeune homme. Aussi je l'ai vu le piège, et j'ai répondu que vous seriez désespéré à votre retour. Où est-il allé? A demandé monsieur de Cavois. À Troyes, en Champagne, ai-je répondu. Et quand est-il parti? Hier soir. Planchet, mon ami, interrompit D'Artagnan, tu es véritablement un homme précieux. Vous comprenez, monsieur. J'ai pensé qu'il serait toujours temps, si vous désirez voir monsieur de Cavois, de me démentir en disant que vous n'étiez point parti. Ce serait moi, dans ce cas, qui aurais fait le mensonge, et comme je ne suis pas gentilhomme, moi, je puis mentir. Rassure-toi, Planchet, tu conserveras ta réputation d'homme véridique. Dans un quart d'heure, nous partons. C'est le conseil que j'allais donner à monsieur. Et où allons-nous, sans être trop curieux? Pardieu, du côté opposé à celui vers lequel tu as dit que j'étais allé. D'ailleurs, n'as-tu pas autant de hâte d'avoir des nouvelles de Grimaud, de Mousqueton et de Bazin que j'en ai, moi, de savoir ce que sont devenus Athos, Porthos et Aramis? Si fait, monsieur, dit Planchet, et je partirai quand vous voudrez. L'air de la province vaut mieux pour nous, à ce que je crois en ce moment, que l'air de Paris. Ainsi donc, fais notre paquet, Planchet, et partons. Moi, je m'en vais devant, les mains dans mes poches, pour qu'on ne se doute de rien. Tu me rejoindras à l'hôtel des gardes. À propos, Planchet, je crois que tu as raison
à l'endroit de notre hôte, et que c'est décidément une affreuse canaille. Ah, croyez-moi, monsieur, quand je vous dis quelque chose, je suis physionomiste, moi. Allez, D'Artagnan descendit le premier, comme la chose avait été convenue, puis, pour n'avoir rien à se reprocher, il se dirigea une dernière fois vers la demeure de ses trois amis. On n'avait reçu aucune nouvelle d'eux, seulement une lettre toute parfumée et d'une écriture élégante et menue était arrivée pour Aramis. D'Artagnan s'en chargea. 10 minutes après, Planchet le rejoignait dans les écuries de l'hôtel des gardes. D'Artagnan, pour qu'il n'y eût pas de temps perdu, avait déjà scellé son cheval lui-même. « C'est bien, dit-il à Planchet, lorsque celui-ci eut joint le porte-manteau à l'équipement. Maintenant, selle les trois autres et partons. Croyez-vous que nous irons plus vite avec chacun 2 chevaux ? Demanda Planchet avec son air narquois. Non, monsieur le mauvais plaisant, répondit D'Artagnan. Mais avec nos 4 chevaux, nous pourrons ramener nos 3 amis, si toutefois nous les retrouvons vivants. Ce qui serait une grande chance, répondit Planchet. Mais enfin, il ne faut pas désespérer de la miséricorde de Dieu. Amen, dit D'Artagnan, en enfourchant son cheval. Et tous deux sortirent de l'hôtel des gardes, s'éloignèrent chacun par un bout de la rue, l'un devant quitter Paris par la barrière de la Villette et l'autre par la barrière de Montmartre pour se rejoindre au-delà de Saint-Denis, manœuvre stratégique qui, ayant été exécutée avec une égale ponctualité, fut couronnée des plus heureux résultats. D'Artagnan et Planchet entrèrent ensemble à Pierrefitte. Planchet était plus courageux, il faut le dire, le jour que la nuit. Cependant, sa prudence naturelle ne l'abandonnait pas un seul instant. Il n'avait oublié aucun des incidents du premier voyage et il tenait pour ennemis tous ceux qu'il rencontrait sur la route. Il en résultait qu'il avait sans cesse le chapeau à la main, ce qui lui valait de sévères mercuriales de la part de D'Artagnan, qui craignait que grâce à cet excès de politesse, on ne le prît pour le valet d'un homme de peu. Cependant, soit qu'effectivement les passants fussent touchés de l'urbanité de Planchet, soit que cette fois personne ne fût aposté sur la route du jeune homme, nos 2 voyageurs arrivèrent à Chantilly sans accident aucun et descendirent à l'hôtel du Grand Saint-Martin, le même dans lequel ils s'étaient arrêtés lors de leur premier voyage. L'hôte, en voyant un jeune homme suivi d'un laquais et de 2 chevaux de main, s'avança respectueusement sur le seuil de la porte. Or, comme il avait déjà fait 11 lieues, D'Artagnan jugea à propos de s'arrêter que Porthos fût ou ne fût pas dans l'hôtel. Puis, peut-être, n'était-il pas prudent de s'informer du premier coup de ce qu'était devenu le mousquetaire. Il résulta de ces réflexions que D'Artagnan, sans demander aucune nouvelle de qui que ce fût, descendit, recommanda les chevaux à son laquais, entra dans une petite chambre destinée à recevoir ceux qui désiraient être seuls, et demanda à son hôte une bouteille de son meilleur vin et un déjeuner aussi bon que possible, demande qui corrobora encore la bonne opinion que l'aubergiste avait prise de son voyageur à la première vue. Aussi D'Artagnan fut-il servi avec une célérité miraculeuse. Le régiment des gardes se recrutait parmi les premiers gentilshommes du royaume et D'Artagnan, suivi d'un laquais et voyageant avec 4 chevaux magnifiques, ne pouvait, malgré la simplicité de son uniforme, manquer de faire sensation. L'hôte voulut le servir lui-même, ce que voyant D'Artagnan fit apporter 2 verres et entama la conversation suivante. « Ma foi, mon cher hôte, dit D'Artagnan en remplissant les 2 verres, je vous ai demandé de votre meilleur vin, et si vous m'avez trompé, vous allez être puni par où vous avez péché, attendu que comme je déteste boire seul, vous allez boire avec moi. Prenez donc ce verre et buvons. À quoi boirons-nous, voyons, pour ne blesser aucune susceptibilité? Buvons à la prospérité de votre établissement. Votre seigneurie me fait honneur, dit l'hôte, et je la remercie bien sincèrement de son bon souhait. Mais ne vous y trompez pas, dit D'Artagnan. Il y a plus d'égoïsme peut-être que vous ne le pensez dans mon toast. Il n'y a que les établissements qui prospèrent, dans lesquels on soit bien reçu, dans les hôtels qui périclitent. Tout va à la débandade, et le voyageur est victime des embarras de son hôte. Or, moi, qui voyage beaucoup et surtout sur cette route, je voudrais voir tous les aubergistes faire fortune. En effet,
dit l'hôte. Il me semble que ce n'est pas la première fois que j'ai l'honneur de voir monsieur. Bah, je suis passé 10 fois peut-être à Chantilly, et sur les 10 fois, je me suis arrêté au moins 3 ou 4 fois chez vous. Tenez, j'y étais encore il y a 10 ou 12 jours à peu près. Je faisais la conduite à des amis, à des mousquetaires, à telle enseigne que l'un d'eux s'est pris de dispute avec un étranger, un inconnu, un homme qui lui a cherché je ne sais quelle querelle. Ah oui, vraiment, dit l'hôte. Et je me le rappelle parfaitement. N'est-ce pas de monsieur Porthos que votre seigneurie me parlait ? C'est justement le nom de mon compagnon de voyage. Mon Dieu, mon cher hôte, dites-moi, lui serait-il arrivé malheur ? Mais votre seigneurie a dû remarquer qu'il n'a pas pu continuer sa route. En effet, il nous avait promis de nous rejoindre et nous ne l'avons pas revu. Il nous a fait l'honneur de rester ici. Comment ? Il vous a fait l'honneur de rester ici ? Oui, monsieur, dans cet hôtel. Nous sommes même bien inquiets. Et de quoi ? De certaines dépenses qu'il a faites. Eh bien, mais les dépenses qu'il a faites, il les paiera. Ah, monsieur, vous me mettez véritablement du baume dans le sang. Nous avons fait de fort grandes avances et ce matin encore le chirurgien nous déclarait que si monsieur Porthos ne le payait pas, c'était à moi qu'il s'en prendrait, attendu que c'était moi qui l'avais envoyé chercher. Mais Porthos est donc blessé ? Je ne saurais vous le dire, monsieur. Comment ? Vous ne sauriez me le dire ? Vous devriez cependant être mieux informé que personne. Oui, mais dans notre état, nous ne disons pas tout ce que nous savons, monsieur. Surtout quand on nous a prévenu que nos oreilles répondraient pour notre langue. Et puis, puis-je voir Porthos ? Certainement, monsieur. Prenez l'escalier, montez au premier et frappez au numéro 1. Seulement prévenez que c'est vous. Comment que je prévienne que c'est moi ? Oui, car il pourrait vous arriver malheur. Et quel malheur voulez-vous qu'il m'arrive ? Monsieur Porthos peut vous prendre pour quelqu'un de la maison et dans un mouvement de colère, vous passez son épée à travers le corps ou vous brûlez la cervelle. Que lui avez-vous fait donc ? Nous lui avons demandé de l'argent. Ah, diable, je comprends cela. C'est une demande que Porthos reçoit très mal quand il n'est pas en fonds. Mais je sais qu'il devait y être. C'est ce que nous avions pensé aussi, monsieur. Comme la maison est fort régulière et que nous faisons nos comptes toutes les semaines, au bout de 8 jours, nous lui avons présenté notre note. Mais il paraît que nous sommes tombés dans un mauvais moment, car au premier mot que nous avons prononcé sur la chose, il nous a envoyés à tous les diables. Il est vrai qu'il avait joué la veille. Les nuits de Léa sur Vibration. Vibration, vibrons ensemble. All my dreams are just some fragile things that paper wings, and I don't think they'll carry my weight, 'cause I've been falling for days to the sea, yeah. Try to breathe, but I've been drowning in waves of jealousy, and anyone could see that I'm lost. Through the seas I've been tossed, and I'm not free, yeah. So I open my eyes and I fall through the sky while the day turns to night. I was born for my life, flown too close to the sun, falling like it could rise. Now the damage is done. I have burned for my love. I'm on the ground, and if you ask why I don't come around, it's because I can't bear the weight, and I guess I'm afraid of going down
day turns to night. I will burn for my love. Flown too close to the sun. Falling like it could rush. Now the damage is done. I have burned for my Conforama, le confort pour tous. Et si pour la rentrée, on faisait de la chambre de vos enfants un vrai terrain de jeu? Avec le lit mezzanine Handy 90 cm en pain massif blanc à 189,99 € seulement. Construisez-lui un petit nid douillet en haut et une vraie aire de jeu en bas. À chacun son projet rentrée. Conforama. Jusqu'au 24 août, conditions en magasin et sur conforama.fr. 30 décembre 2019, je suis rendu au magasin Conforama à Chasseneuil-du-Poitou près de Poitiers. Conforama, c'est mon magasin préféré. Ça a duré vers 30 minutes. Voici le magasin. Liste des visites de Conforama que j'ai fait à l'historique. J'ai fait 2 fois Conforama à Châteauroux vers 2013. À Châteauroux, puis après à Poitiers, j'ai fait Conforama le 6 août 2018, le 18 août 2018, le 3 janvier 2019 et là le 30 décembre 2019. C'est parti, voici le magasin. Là je vais regarder dans les poubelles et rentrer. Là je regarde les poubelles. Et puis là je rentre.
Une musique qu'on connaît. Pas la musique. Avant, ils mettaient des musiques qu'on connaît pas, style Blanche, tout ça. Et puis là, avec les musiques qu'on connaît, c'est vrai, regarde, il n'y a personne. Si tu vas à Intermarché à Chauvigny, il n'y a personne. Si demain t'as quelqu'un. Oui, je peux ouvrir. Ah ouais? Vous étiez dans des lits superposés? Ah oui, non. C'est qui comme personne du coup dans la maison? Retrouvez notre sélection pour le lavage et soin du linge, centrale vapeur, fer, défroisseur. Et toute une grande sélection d'articles pendant le mois du bleu. Conforama, le confort pour tous. Jusqu'au 20 janvier, renseignez-vous auprès de nos vendeurs conseils. Ils ont mis le truc de la radio. Ils ont changé de voix. Ils ont mis la voix où ça passe souvent à la radio FM. Il y a la voix féminine qui fait les chroniques.
Sinon, s'il n'y a rien, je vais essayer de les prendre à l'entrée qui est là. Mais il faudrait que je prenne celui que j'ai pas. Si j'ai fait le canapé. J'allais faire un tour Tiens, je regarde s'il y a plein de radios en DAB+. Pas fait attention. Super jeune. C'est la musique de Super jeune. Par rapport à l'autre fois, ils ont complètement changé les styles de musique. Puis après, peut-être que ça s'arrête à 35. Malheureusement, concernant aujourd'hui, va fermer dans 3 mois, dans presque 2 mois. Oui, parce que après là, on est au 1er janvier. Dans 2 mois. Avec la musique que je connais, les Blues Girls, je sais pas quoi, là-bas. Putain, mais là, mais franchement, ils mettent la musique qu'on connaît, c'est vachement bien ça. Ça joue un peu avec les musiques chill qu'on connaît pas, à part N'oubliez pas le canapé.
rester ici pendant longtemps pour la radio, pour enregistrer la radio. Je me mets dans cette zone-là, et si j'entends plus, je me mets au-dessous. Les bangers, je sais pas comment. Là j'ai le titre, mais. Enfin j'ai l'artiste, mais je confonds Bruce Band, Bruce Beer, machin.